Une chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que il y a l'ancien ministre de l'Intérieur du Hamas qui s'appelle Fatih Ahmad. Écoutez bien les références, hein, et écoutez la phrase. Quand il a dit cette phrase, c'est là que moi je me suis dit, bon, lui, il vise sa promotion. Lui, il vise, en tout cas si on lui donne pas la promotion, mais en tout cas qu'on ne lui fasse pas chier. Il a déclaré que la moitié des Gazaouis sont des Égyptiens. Et donc ce n'est pas une déclaration. Regardez le ritus. Regardez le ritus sur Elisabeth Lévy. Et vous avez entendu le sur le plateau. Là, tout le monde est content. Ils ont dit, ah, lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. Lui, il nous a apporté du bon, lui. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce live. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, comme d'habitude, si vous aimez mes lives, si vous voulez suivre quand je commente l'actualité en live, abonnez-vous à Hertz Commente Live. Et si vous voulez des points précis développés pendant les lives, abonnez-vous à Hertz Commente Clip. 3 petites choses à montrer. 3 ou 4 séquences vidéo. C'est pas 4 séquences vidéo, c'est la nouvelle. Premièrement, on va commencer par commenter la nouvelle. Apparemment, le 8 août, l'Allemagne a suspendu la délivrance d'exportation d'armes vers Israël qui pourraient être utilisées à Gaza. Je comprends pas. On a suspendu tout court l'exportation d'armes ou on va juste restreindre l'exportation des armes susceptibles d'être utilisées à Gaza. Mais y a-t-il des armes qu'on donne à Israël qui ne sont pas utilisées à Gaza? Moi, c'est ça la question que je me pose. Pas des gadgets de sécurité, mais est-ce qu'il y a-t-il des armes que on donne à Israël qu'elle n'utilise pas à Gaza? Puisque ce qui peut le plus, peut le peu. Et si Israël utilise les armes les plus violentes, les plus puissantes qu'on lui donne sur Gaza, n'importe quelle autre arme peut être utilisée sur Gaza. Et donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est ici. C'est ce monsieur que j'apprécie les commentaires sur LCI. Et apparemment, qu'il commence à avoir de la notoriété et à faire différents plateaux télé. Je pense qu'il va donner ses gages à la communauté de qui vous savez. On écoute. Qu'Israël n'est pas prêt en fait à supporter. C'est pour cela qu'Ariel Sharon en 2005 avait décidé. Oui, en tout cas, il faut être factuel. Toute la bande de Gaza, c'est 378 km². Et il y a plus de 2 millions de Palestiniens. Pour vraiment contrôler sur le long terme et pendant des années, 378 km², plus de 2 millions d'habitants qui vont encore augmenter, ça va nécessiter des ressources humaines, financières, économiques pour Israël qu'Israël n'est pas prêt en fait à supporter. C'est pour ça. Voilà. Jusqu'ici, raisonnement plutôt concret. Même moi, j'ai été surpris tout à l'heure en regardant cette vidéo. Jusqu'ici, il n'y a rien à dire. Ça ressemble à ce qu'il fait d'habitude. Il parle sur des faits, il parle sur des données et la plupart du temps, il part sur quelque chose de cohérent. Mais regardez bien comment petit à petit, ça va devenir quelque chose d'autre. Ou en tout cas, le message global ou la vue d'ensemble va changer. Cela qu'Ariel Sharon, en 2005, avait décidé de quitter la bande de Gaza, avait même pris des bulldozers pour expulser les 5000 colons juifs qui s'y trouvaient. Et donc, en réalité, c'est effectivement, Israël n'a jamais voulu prendre la bande de Gaza, l'annexer. Voilà. Israël n'a jamais voulu prendre ou annexer la bande de Gaza. Eux-mêmes, ils disent qu'ils veulent prendre la bande de Gaza. Sur la plupart des médias, on montre Netanyahou qui lui-même défend son plan de prendre la bande de Gaza. Mais comme cela a de plus en plus de mal à passer, et surtout on essaye de dissocier la personne de Netanyahou et d'Israël, vous avez le monsieur qui vient dire non. En fait, Netanyahou, lui, veut, mais Israël, lui, n'a jamais voulu. C'est hors de question parce que ce n'est pas un endroit qu'Israël peut supporter d'annexer. C'est impossible en réalité. Et il y a quand même une chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que il y a l'ancien ministre de l'Intérieur du Hamas qui s'appelle Fatih Ahmad. Écoutez bien les références, hein, et écoutez la phrase. Quand il a dit cette phrase, c'est là que moi je me suis dit bon, lui,
il vise sa promotion. Lui, il vise, en tout cas, si on lui donne pas la promotion, mais en tout cas qu'on ne lui fasse pas chier. Il a déclaré que la moitié des Gazaouis sont des Égyptiens. Et donc ce n'est pas une déclaration. Regardez le rictus. Regardez le rictus sur Elisabeth Lévy. Et vous avez attendu le sur le plateau. Là, tout le monde est content. Ils ont dit, lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. Lui, il nous a apporté du bon, lui. Écoutez bien quand il dit ça. Qui s'appelle Fatih Ahmad, qui a déclaré que la moitié des Gazaouis sont des Égyptiens. Et donc, vous avez attendu et regardez la bouche de madame, comment le rictus va apparaître. Trop content, elle ne va pas se retenir. Regardez le rictus ici, là. Sur le coin de lèvres, attendez. De ce côté-ci, droit. Regardez. Ce n'est pas une déclaration. Vous avez vu comment c'est parti comme le Joker? Ah, Seigneur Dieu. Déclaration faite par les Israéliens ou par les Américains, mais faite donc par cet ancien ministre de l'Intérieur donc du Hamas. Et il y a quand même une question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'Égypte ne coopère pas pour ouvrir au moins les portes pendant un certain temps pour essayer d'aider la population gazaoui. Voilà. On est passé de Israël n'a jamais vraiment voulu annexer Gaza, elle ne pourrait pas contrôler Gaza, c'est trop gros pour elle ou quoi que ce soit, mais de toute manière les Gazaouis, c'est pas vraiment des Palestiniens, c'est des Égyptiens, ils devraient retourner en Égypte. C'est incroyable les choses qu'on voit à la télé française, c'est incroyable. Parce que justement, on parle là de la guerre, de l'opération qui s'apprête à être faite, c'est sur 20% de ces 378 km². Oui. Donc c'est-à-dire 76. Gazaville, ils sont. Oui, mais on parle de 76 km². Donc pour essayer d'aider humainement ces 2 millions de personnes, il faudrait quand même que l'Égypte ouvre ses portes, surtout si la moitié d'entre eux sont égyptiens. Ben oui, regardez comment ils ouvrent les yeux. C'est une évidence. Une fois qu'ils seront partis, ils pourront revenir. Mais oui. En tout cas, après ici vous avez, je sais pas c'est qui cette dame, mais franchement j'ai peur de faire passer ces propos parce que je sens que ils vont bloquer la vidéo parce que vous avez déjà ici, je ne sais même pas c'est qui ce monsieur, voilà, politique française, marché financier, USA, Proche-Orient, Méditerranée, élu de Neuilly. Un élu de Neuilly-sur-Seine. Ah, Seigneur. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Le tweet qui est en bas ici. Je vous lis le tweet et après, on le regarde. Le tweet, il dit, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, affirme désormais que les images choquantes du paysage complètement aplati de Gaza ne sont pas le résultat de mois de frappes aériennes, d'artillerie et d'opérations systématiques des bulldozers israéliens, mais parce que le Hamas piège chaque bâtiment. Selon ses propres termes, si vous voyez ces bâtiments détruits, c'est parce que le Hamas a piégé chaque bâtiment. Après notre intervention, nous avons déployé un véhicule blindé de transport de troupes VTB chargé d'explosifs. Nous l'avons fait exploser. Il a déclenché tous les pièges et les bâtiments ont commencé à s'effondrer. Ça, franchement ça, si on nous l'aurait rencontré, si on ne l'aurait pas fait de nous-mêmes, si les réseaux sociaux... Juste imaginez-vous si les réseaux sociaux n'existaient pas. Imaginez-vous si les réseaux sociaux n'existaient pas, qu'est-ce que eux là, ils auraient pu raconter encore comme bobards. Et maintenant, imaginez-vous, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, qu'est-ce qu'ils ont pu vous raconter comme bobards à la télé? Écoutez-le. Near the Sinai, in the southern town of Rafah, near the Sinai Desert in Egypt. And that town has been flattened. And you have been accused of genocide. How do you respond to that? Well, if as
Ambassador Huckabee said, if we're practicing genocide, we're surely doing a very bad job of it because we could have, basically eliminated the entire population of Gaza, but we went deep. En plus, il est malade. Hein. On lui dit qu'il est accusé de génocide. Il dit, bon, si on nous accuse de faire des génocides, c'est que nous faisons un mauvais boulot. On aurait pu éliminer toute la population. Ne m'en voulez pas de rigoler. C'est parce que c'est nerveux. J'arrive pas à croire les choses qu'il dit. En fait, ce monsieur, il pousse le bouchon tellement très très loin dans l'absurde que pour revenir en arrière, même ce qu'il dit qui est déjà inacceptable, tu le trouves normal. Tellement il a poussé le bouchon loin. Là, ce qu'il vient de dire, c'est tellement absurde que quand il va te dire que voilà, c'est pas nous qui faisons sauter les maisons, c'est parce que les maisons étaient piégées, tu peux dire bon, ça c'est moins grave que ce qu'il vient déjà de dire. Other direction. We did something that no army in history ever did. We're supplying humanitarian food to the enemy's population because we distinguish between combatants and non-combatants. We're putting... Vraiment. Il a dit, ils ont fait quelque chose que les autres n'ont jamais fait dans l'histoire de conflit. Fournir de la nourriture aux ennemis. C'est pas votre nourriture. C'est la nourriture de l'ONU que vous bloquez. Non mais c'est incroyable. Aïe. And we put in 2 million tons of food. I mean, if we wanted to commit genocide, we wouldn't give 2 million tons of food to the population. Ben oui, nous avons donné 2 millions de nourriture à eux. C'est pas, une fois de plus, on répète, c'est pas votre nourriture. Et si la nourriture n'arrive pas là-bas, c'est parce que vous avez fait un blocus autour de ce territoire. On n'a pas besoin de vous. Si vous n'auriez pas fait le blocus, on vous aurait laissé faire vos trucs et on aurait trouvé le moyen de leur donner de la nourriture. Vous faites un blocus autour du truc et vous empêchez les bateaux de venir. So the reason you see the flattened buildings is because Hamas booby traps every single building. So when we come in, we first have the population moved, even though Hamas tries to keep them in the combat zone. But after they move, and we start to move into the neighborhoods that are now populated only by terrorists, they ignite these booby traps. So what we do is we put in an APC, an armored personnel carrier, with a lot of explosives, detonate it. It sets off all the booby traps, and the buildings begin. Franchement, écoutez le mensonge. Hein. En plus, il confirme ce qu'on a dit tout de suite. Hein. Les menteurs comme lui, là, ils auraient vu ça se passer. Déjà qu'ils se filment tout le temps quand ils font leurs conneries. Vous pensez qu'ils nous auraient pas fourni la preuve en image de ce qu'ils racontent là? Que les maisons étaient piégées, quand on a fait exploser, même pas on a fait exploser notre machin dans une maison, non, on l'a fait exploser dans la rue et les répercussions ont commencé partout. Incroyable. To collapse as a result of that. They're empty buildings. They're not populated buildings. C'est incroyable ce que dit ce monsieur. C'est incroyable. Et c'est pour cela qu'à la fin, tout nous paraît normal dans les conneries qu'ils disent. Et là où c'est encore plus grave, et même si je ne fais pas passer du Alain Soral ici, mais allez regarder la dernière vidéo d'Alain Soral, c'est instructif sur ce qui se passe en France et sur la soumission des politiciens français au peuple élu. Et il vous dit que les peuples élus représentent 1% de la population française, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les sionistes français représentent 1,6% des 1%. Donc, ils ne sont que quelques-uns. Au pire, une centaine ou un millier ou quelque chose comme ça. Parce que 1% de la population française, c'est genre 600 000. Et eux, ils représentent 1% de 600 000. Donc, genre quelque chose comme 600, ouais. 600, quelque chose comme ça. Donc, ils ne sont qu'une centaine. Mais la dernière fois, comme vous avez entendu Caroline Yadan, c'est une centaine de gens bien implantés dans tous les endroits qui comptent. Dans les associations, dans les télés, dans les matchs. Ou dans les 3 minutes qu'il y a ici. Surtout, tout le temps.
j'essaie de réagir, je ne peux pas réagir sur tout le temps. Il y a des associations qui le font. On a quand même en France, heureusement, par rapport à d'autres pays, par exemple comme la Belgique, on a un socle quand même, que ce soit dans les médias, des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des responsables associatifs qui font quand même entendre leur voix. Et là, je vous ai mis un exemple. Ce sont les médias, donc c'est la parole dans les médias. Il n'y a pas que moi. Aurore Berger a une parole très très forte aussi, je pense que vous l'entendez souvent. Il y a Sylvain Maillard, il y a Mathieu Lefebvre, on a des amis dans la classe, et c'est aussi la diffusion de cette parole-là, mais ce sont des personnes comme Raphaël Antoven, Caroline Forest, des gens qui ont cette parole-là, comme Sophia Aram. Heureusement qu'il y a ces gens-là aussi. Partout pour bloquer la parole aux autres. Et écoutez quand vous dites que ces gens-là, ils sont arrivés à un niveau juste pas permis. Comment est-ce qu'une association peut vous décrire ses relations avec le président et avec les gouvernements de la République de cette façon-ci? Écoutez-la parler. On a d'excellentes relations avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec le ministre de la Justice. C'est vrai que les relations avec l'Élysée sont plus distendues, on va dire. Mais avec l'ensemble du gouvernement et avec le Premier ministre, les relations sont bonnes et effectivement, des réunions très fréquentes ont lieu et le dialogue continue pour assurer la protection des Juifs de France. Donc eux, ils ne sont que quelques milliers ou je sais pas 1 million en France, mais eux, leur communauté a des relations privilégiées avec le gouvernement et ils font des réunions avec le gouvernement. Et en plus, il vous dit, hein, c'est vrai que nos relations avec l'Élysée sont moins, se sont maintenant distendues. Genre, on a des moins bonnes relations avec l'Élysée qu'avant. Une simple association. Or, comme le rappelle, comment il s'appelle? Je viens de dire son nom. Soral, la 5e République, c'était l'effacement des corps intermédiaires. Il ne devait plus avoir d'intermédiaire entre la police et la population. Et donc, une association ne peut pas venir s'intercaler entre la population et le pouvoir. Et surtout, le pouvoir ne peut pas travailler pour une association. Mais ici, vous avez une association qui vous dit que nous, on bosse avec le pouvoir. Et quand tu attends les choses qu'ils racontent, on aurait dit que c'est le pouvoir qui bosse pour eux. Voilà ce qui est devenu là.